sur RCI. Bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs de RCI, soyez les bienvenus dans la tribune du dimanche qui reprend ce 29 mars sa programmation normale comme promis. Ça y est, plus de voitures sono, plus de porte-à-porte, plus de je compte sur toi. Les dernières investitures de maire auront lieu ce dimanche après-midi. Notre invité du jour est réélu maire au premier tour dans sa commune du Nord Caraïbe, dont une partie de la dénomination vient du capitaine Pilote, un chef Kalinago rebaptisé par les colons. La commune du jour a vu naître, on le sait peu, les parents de Gaston Monnerville, mais aussi Gérard Janvion, Xavier Orville, Antoine Sigère, Victor Sévère et Roger Lise. Ils ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres. C'est la première fois que ce maire, longtemps militant politique sans exercer de mandat, avant de devenir adjoint au maire de sa commune en 2020 si je ne me trompe, puis maire en 2024, est l'invité de la tribune du dimanche. Il nous avait promis de venir, il a tenu parole. Bonjour Jean-Marc Boquet et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippe Dizère, bonjour chères auditrices, chers auditeurs également de RCI. Merci d'être présent. Merci. Peu avant 10h, vous aurez droit à votre oui-non joker. 10 questions piquantes à répondre par oui ou par non, avec possibilité de joker, il connaît l'émission. À 10h30, deuxième questionnaire, le pour ou contre. 4 propositions pour ou contre sur des sujets politiques ou des sujets de société. Et vous aurez la possibilité, évidemment, d'argumenter vos réponses. Avant 11h, troisième et dernier questionnaire, le j'aime pas. 10 propositions, une seule réponse, sans commentaire. 9h, 11h, la tribune du dimanche sur RCI. Jean-Marc Boquet, qui êtes-vous? Si on vous pose cette question, vous répondez quoi? Écoutez, je suis déjà martiniquais. Ouais. Martiniquais, j'ai toujours aimé la vie associative. Je fais beaucoup de bénévolat dans les associations. Un fort intérêt pour la chose politique, mais la vraie politique, pas la politique politicienne, d'opportuniste. Mais je suis pour le développement de la Martinique, je suis pour l'amélioration des conditions de vie des Martiniquais, en lien avec l'Hexagone, bien sûr. Mais je suis un homme marié avec 2 enfants, et voilà. Donc, et également un professionnel, je dirais, de la chose publique, puisque je suis cadre territorial et ancien formateur du CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale. Vous êtes vraiment un homme de l'action publique, dira-t-on. Vous êtes un enfant de bourg ou un enfant de quartier, et de quelle commune? Écoutez, je suis né, pour ne rien vous cacher, à Fort-de-France, au Terre-Saint-Ville, à la rue Marat. Donc j'ai grandi à la rue Marat avant de fréquenter la cité Bonne-Coco. C'est une cité qui était toute nouvelle au niveau d'Ozanam, près de Montevanté. Et ensuite, je suis allé dans la commune de Casse-Pilote, dans les années 1985. Voilà, où j'ai construit ma famille, etc. Vous n'êtes pas natif natal de Casse-Pilote? Non, mais nous avons, j'ai rencontré des cousins à ma mère, des cousins, et on a une branche issue de Saint-Pierre. Donc on a eu 2. Donc la commune ne vous en a pas tenu rigueur? Pas la commune, puisque jusqu'à maintenant, on a de la famille. Je vous dis ça parce que beaucoup de candidats aiment à rappeler qu'ils sont, comme on dit en créole, lombriquioterrés en disant commune là. C'est peut-être un avantage ou la proximité lorsqu'on n'agit pas pour sa commune, mais le plus important aujourd'hui dans cette société, c'est d'aimer sa commune, de démontrer l'amour des citoyens, de démontrer son implication au quotidien auprès de la commune, et de ne pas forcément mettre en avant, puisque nous avons un apport de population. Aujourd'hui, là, comme je l'ai dit récemment à un de vos collègues de France-Antilles, Casse-Pilote n'est plus une commune. C'est une ville qui se développe avec des apports, des enrichissements. Et je suis contre les systèmes fermés sur soi-même. Ça empêche que nous puissions nous développer. Et tout apport de personnes qui paient leurs impôts sur le territoire, ils doivent avoir le même égard, le même respect en tant qu'habitants de Casse-Pilote. Les pilotins vont s'ouvrir sur d'autres populations, mais ce sont des pilotins, ce sont des personnes investies. Et Dieu seul sait que beaucoup d'associations sur l'environnement telles que la Sommaire, ce sont des personnes qui viennent d'arriver, mais qui s'impliquent. Ils démontrent leur amour de la commune, leur attachement. C'est pas simplement une étiquette, je suis né ou je suis issu de telle famille de pilotine, de souche. Ça n'a pas de sens. En 2026. Merci. Enfant, vous étiez plutôt meneur, plutôt réservé ou ce qu'on appelle anti-ciré? Toujours insupportable. Même mes enseignants, j'ai toujours, peut-être que j'ai des difficultés de concentration. Ma fille me dit que j'ai besoin de m'agiter. Je suis un peu hyperactif, effectivement. J'aime les challenges. J'aime beaucoup réussir
Peut-être là, certaines ne réussissent pas. Ça, c'est un challenge que je m'impose. Mais à part ça, je suis quelqu'un de loyal et assez sérieux. C'est pas parce qu'on sourit. Et comme dit Ralph Bézir, il faut être sérieux, mais sans se prendre trop au sérieux. Un souvenir d'enfance que vous n'oublierez jamais. Les souvenirs d'enfance. Un que vous n'oublierez jamais. Ben écoutez, c'est plutôt quand j'étais scolarisé à Périnon-Cluny, où j'avais un professeur de maths. Je suivais beaucoup j'étais dans une sixième avec beaucoup l'élite, un peu les enfants de médecins, de chefs d'entreprise. Et j'ai un professeur de maths, j'avais tendance à les suivre parce qu'on avait la station d'Ormois qui était juste en face et au lieu des fois d'aller en cours, on allait, puisqu'on avait un ami dont le père était propriétaire de la station. Vos enfants vont être contents d'entendre ça. Oui, non, mes enfants, je les ai cadrés. Et ce qui se passe, c'est que j'avais tendance à les suivre, aller à Plateau, dans des familles. Et pour vous, ça reste un très bon souvenir. Oui, parce que l'enseignant m'a dit, Bokeh, il m'a piégé le ventre. À l'époque, on tournait le ventre. Hein. Je tirais le nom de ce professeur de maths. N'imite pas cette population qui aura toujours la possibilité de rebondir. Toi, c'est l'éducation, le travail, la sueur de son front. Et ça m'a déclenché aussi une capacité à être dans des groupes, mais aussi à ne pas être influençable. Le métier que vous rêviez de faire est-il celui que vous exercez, Jean-Marc Bokeh? Non. Non, parce que quand j'étais au niveau de la Ouimara, j'étais attiré par le camion de poubelle. Ouais. Je rêvais d'être chauffeur de camion parce qu'à travers les persiennes, on voyait les agents de la mairie et notamment des sociétés d'environnement s'agiter. J'étais attiré par le camion. Mais j'ai pas fait ce métier-là. Mais vous êtes quand même dans l'action publique. Absolument. Avez-vous déjà vécu hors de la Martinique? Si oui, et pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, je suis parti faire mes études après l'obtention d'un bac que j'ai eu G3 au lycée Bellevue. Je suis allé à l'université de Rouen, à Mont-Saint-Aignan, où j'ai fait mes études en gestion des administrations et des entreprises, et ce qu'on appelait avant AES, administration économique et sociale, option gestion des entreprises et des collectivités. Où j'ai aussi fait un peu de l'IEFM, CAPET, mais j'ai fait le choix de revenir en Martinique. Parce que j'aime vous auriez pu être enseignant, donc? Oui, dans le lycée professionnel. Mais parce que je suis, moi-même, à l'origine, je suis issu de la filière technique. Oui. Donc, j'ai fait mes études BEP en des services commerciaux, CAP vendeur. J'ai fait toute la filière technique avant d'être intégré au lycée Bellevue. C'était pour les meilleurs élèves, dit-on. Bon, j'ai eu cette chance de poursuivre mon cursus scolaire et universitaire. Donc, je suis à la fois, je dirais, proche de la partie technique. On a une de très bonne base et c'est là que je rends grâce à l'enseignement de l'époque, parce que ce qu'on appelait les LEP à l'époque ont formé beaucoup de personnes aujourd'hui qu'on retrouve dans la sphère politique, même dans la sphère administrative. Tout à fait. Votre plus gros défaut? Des fois, c'est l'écoute. Moi, je vous dis toujours ça. Donc, je fais beaucoup d'efforts pour prendre le temps d'écouter. Vous savez, des fois, comme j'ai un cerveau qui va très vite, j'ai tendance à peut-être, je travaille dessus, même au niveau familial, au niveau de mes collègues. Hein, donc, j'ai mon vieux frère Thierry Maréchal, les anciens, Ralph, qui m'apprennent à tempérer ces choses, mais apprendre à écouter. Même si après, c'est mon tempérament. J'ai des défauts, comme tout le monde. Quelle est la qualité qu'on vous reconnaît, Jean-Marc Bokeh? Eh bien, écoutez, c'est plutôt la proximité, le contact aisé avec les personnes. Je suis à l'aise dans tous les milieux. Et principalement, je veux pas me couper de la base. J'aime beaucoup la population, j'aime les habitants. Et mes amis, me le disent. Et je suis très heureux d'être comme je suis. Et je ne souhaite pas que la politique me change dans le temps. C'est pour ça que je suis resté très discret sur ma campagne électorale. Voilà. La qualité qu'on vous reconnaît, vous avez répondu. Quel est l'endroit que vous aimez le plus à Casse-Pilote? Je dirais l'autre bord. J'aime beaucoup la plage de l'autre bord, qui est un quartier historique de Casse-Pilote, que justement nous attelons à redonner vie, hein, et à aussi garder le cachet, parce que l'autre bord, c'est le quartier où on a vu naître tous les pilotins dits de souche. Et c'était à l'époque, il y a la cour sévère, toutes les familles, avant de migrer vers les logements sociaux qui ont été créés à la Batterie, Petit Fourneau, ils sont issus de ça. Ils étaient dans une sorte de cour, et tout le monde se connaissait à l'époque.
Et puis il y avait, donc c'est l'autre bord qui est un quartier historique que j'aime. J'aime beaucoup l'autre bord. L'endroit que vous n'aimez pas à Gaz-Pilote? Alors, l'endroit que je n'aime pas, j'aime tous les coins de Gaz-Pilote, je n'aime pas les endroits où il y a un manque de civisme par rapport au dépôt d'ordures. Hein, ça, c'est un gros fléau qu'on a sur la commune. Les gens se plaignent, mais c'est le voisin à côté qui met. J'aime pas voir les dépôts d'ordures, et notamment à Mikolo, près de la rivière, où je trouve, hier encore, je suis allé, je trouve des dépôts d'ordures en contrebas de la rivière, et ça m'horripile. Comment vous est venu le déclic de la politique, Jean-Marc Bocquet? Comment c'est arrivé dans votre vie? Ça vous fait sourire? Oui, parce que ça me rappelle. Vous savez, j'ai beaucoup fréquenté le CERMAC quand j'étais jeune. Je jouais aux échecs au Capablanca, au CERMAC, les ateliers de CERMAC. Et j'étais de la rue Barrage, j'allais à pied. Et j'ai toujours eu un grand respect pour un homme qu'on croisait souvent. C'était Aimé Césaire, que je rencontrais dans la rue. Voilà, il déambulait dans les rues, et même au CERMAC. Et cet homme m'a véritablement inspiré, parce que, vous savez, on dit le nègre fondamental, mais je pense qu'il est plus que ça. C'est vraiment un personnage marquant pour moi. Que vous avez eu la chance de rencontrer? Oui, je l'ai rencontré au niveau de l'avenue Jean Jaurès, où j'allais me couper les cheveux, et puis il était là en train de déambuler sans garde du corps, très simplement. Et c'est après qu'il a eu besoin de garde du corps, puisqu'il avait été agressé. Mais en tout cas, cet homme, j'ai eu le temps de le croiser, et je pense qu'on s'en inspire de manière très universelle, mais pas forcément s'accrocher aux petites choses, la petitesse politique. Une personnalité pilotine, connue ou pas, qui suscite votre admiration? Eh bien, écoutez, parmi les anciens ou les tout récents? Comme vous voulez, comme vous voulez. Écoutez, moi, celui qui m'a le plus inspiré, c'est Ogélis, le sénateur, parce que j'aimais beaucoup sa manière de faire. C'est aussi quelqu'un de très humble, très modeste, qui était dans la commune avec son chapeau, avec sa canne, qui déambulait. Et qui était avec les pêcheurs, qui a gardé le lien, son ancrage profond au sein de la société pilotine, qui était respecté, mais qui n'avait pas c'était pas bombe le torse, quoi. C'était pas quelqu'un qui se vantait. Et qui avait une certaine sagesse, et ça m'a marqué également, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec une difficulté qu'il avait, un jeune qui l'avait un petit peu bousculé, il perd son chapeau, il dit, mais non, laissez-le faire ses affaires, voilà. Il avait une forme de flegme et d'assurance et de tranquillité d'esprit qui m'a impressionné. Quel événement s'est produit le samedi 15 juin 2024 à Gaz-Pilote, Jean-Marc Bocquet? Écoutez, le samedi 15 juin, nous aboutissons à cette passation entre Ralph Monplaisir et moi. Je savais que vous vous souviendriez de la date. Oui, c'était la fête des pères en plus. Ouais. C'était le dimanche de la fête des pères, c'était un dimanche. Le samedi, c'est un samedi. C'était la veille de la fête des pères. Et écoutez, ça m'a marqué, puisque j'ai eu la confiance de toute l'équipe. Malgré tout ce qui avait été dit, nous avons eu un score très important, 21 voix pour et 6 contre. Et ça a marqué un tournant, parce qu'il y a une différence entre adjoint et maire. Hein. C'est pas la même charge émotionnelle ni de travail. La tribune du dimanche, Philippe Dizère sur RCI. Jean-Marc Bocquet, 9h27 sur RCI. Je rappelle que cette émission est en direct, je le répète, parce qu'on me pose encore la question. Oui, nous sommes en direct. Je vous l'assure. Et on a un numéro de téléphone qui est le 63 12 12. Vous pourrez appeler si vous le souhaitez. Nous allons nous intéresser aux résultats de l'élection au premier tour. On est en 2026. Il y a 3516 inscrits, selon le site du ministère de l'Intérieur, à Gaz-Pilote. Jean-Marc Bocquet, vous faites 1561 voix. En pourcentage des inscrits, ça vous fait 44,4%. Et en pourcentage des suffrages exprimés, tenez-vous bien, 78,32%. Ce à quoi je me suis livré, ça ne va pas vous plaire, c'est que j'ai comparé avec l'élection de Ralph Monplaisir en 2014. Volontairement, je n'ai pas pris 2020, puisqu'il y a eu cet événement exceptionnel qui était le Covid. Il y avait 3320 inscrits à Gaz-Pilote, un tout petit peu moins. Ralph Monplaisir a fait 1139 voix. En pourcentage des inscrits, c'est 34,3%. En pourcentage des suffrages exprimés, c'est 53,32%. Monsieur Élie Caronic avait fait à l'époque 393 voix, et il faut se souvenir que monsieur Edson Eugène était sur la liste de Ralph Monplaisir. Jean-Marc Bocquet, vous êtes mieux élu que Ralph Monplaisir. C'est normal? Écoutez, c'est la population. Donc, je vais d'abord remercier les 1561 voix qui se sont portées sur mon nom, en tant qu'animateur. Je dis bien en tant
animateurs de la liste, tous pour Casse-Pilote, puisque nous avons des hommes et des femmes qui sont à mes côtés, et sans eux, je ne suis rien du tout. En tout cas, effectivement, c'est un travail qui est lié à Jean-Marc ma Bocquet, personnalité. vous êtes mieux élu que Ralph Monplaisir, c'est normal? Je dirais que c'est normal parce que nous avons préparé les choses. Il m'a donné cette chance d'être aux affaires pendant 2 ans, et ça a permis justement d'amplifier ce score, et ça a permis aussi de découvrir qu'on peut avoir la même équipe et avec une philosophie différente. Jean-Marc Bocquet, 10 points de plus sur les inscrits, 25 points de plus en suffrage exprimé. Est-ce que c'est parce que M. Ralph Monplaisir était aussi sur la liste? Est-ce que c'était ça votre stratégie? La stratégie, c'est une stratégie collective. Monsieur Jean-Marc Bocquet, était-ce une stratégie? Nous avons mené la stratégie qui a abouti le 15 juin 2024. Et nous avons amplifié les choses, et puis il était à mes côtés, mais il y a des hommes, je ne veux pas focaliser sur un homme, et il a contribué. Mais on ne focalise pas sur un homme, Jean-Marc Bocquet. Mais c'est sur une équipe. Je vous parle d'une stratégie de vous et de M. Ralph Monplaisir. On a mené la stratégie avec ses qualités et les miennes, en sachant que c'est moi qui suis aux affaires, et depuis 2024. Monsieur Bocquet, je ne juge pas ce que vous avez fait, je constate Non, juste... on n'a pas de droit au joker, là, c'est ça? Non, il n'y a pas de droit au joker. Non, Je constate stratégie, juste oui, que... on a abouti à la stratégie. Rapprochez-vous du micro. On a abouti à la stratégie, oui. Voilà. On a mené une belle stratégie collective, et puis voilà, et puis nous avons pu démontrer. Donc ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Il fallait ce binôme face à l'autre binôme. Je ne vais pas dire, il n'y a pas un binôme, il y avait un trinôme. Parce que peut-être que vous n'avez peut-être pas repéré qu'il y avait d'autres personnes. Il y a eu un apport du MODEM. Si. Il y a un apport du MODEM. Si, Jean-Marc Bocquet. Je sais exactement voilà. combien de personnes ont changé entre la liste de Ralph Monplaisir et la vôtre. Voilà. C'est 16, mais on va y revenir tout à l'heure. On les a comptés un par un. Ouais. Donc, non, c'est une belle stratégie, et puis nous en sommes fiers, et nous sommes aussi ravis que la population nous ait fait confiance sur le projet, sur la méthode. La tête a changé, mais nous avons chacun égalité. Ralph Monplaisir était celui qui a développé, moi je suis celui qui gère, celui qui... Ce qui s'est passé à Casse-Pilote est assez rare, Jean-Marc Bocquet, il faut le dire. Alors j'insiste parce que ça fait partie de ce qui s'est passé à Casse-Pilote. On a quand même un maire qui vient vous chercher, qui se dit, voilà, c'est cet homme qu'il faut pour Casse-Pilote. Vous travaillez tous les deux et on arrive à ce résultat, ce qui est assez rare. On a essayé de comparer. Il n'y a pas de similitude dans l'élection de 2026. C'est pour ça que je parle de stratégie. On ne le voit pas, mais ça vous fait sourire. C'est que j'ai raison. Oui, non, mais vous avez raison. Il m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. Et j'ai fait un travail préparatoire depuis 2020 parce que j'aurais pu être candidat bien avant. Et nous sommes concertés, nous avons pris des engagements bien avant 2020. Et lui aussi, il a consulté son groupe, et c'est ce qui a donné aussi tout le déversement de haine dû au choix qu'il a fait, qui est un choix raisonnable et qui démontre dans le temps révélant tout, qu'il a eu raison. Et je l'en remercie, ainsi que tous les membres de l'équipe. Jean-Marc Bocquet, une des choses qu'on n'a pas assez souligné sur cette élection 2026, parce que c'est passé très rapidement, c'est que beaucoup de candidats qui pensaient l'être n'ont pas pu faire une liste. Ça, c'est une réalité. Il faudra d'ailleurs qu'on s'y penche pour faire un comparatif entre tous ceux qui avaient l'intention de faire une liste et qui n'ont pas pu le faire. Ça a été le cas à Fort-de-France, ça a été le cas à Sainte-Anne, il y a un certain nombre de communes. Casse-Pilote aussi. Oui, Casse-Pilote aussi, parce que effectivement. l'union est liée au fait qu'ils n'ont pas pu faire une liste. C'était déjà un signe fort. D'accord. Voilà. Donc, il y a comme ça un certain nombre de communes. Quand on bâtit une liste, comment on fait, sachant que vous exprimez des préférences, mais que vous êtes obligé de refuser aussi? Ça a été difficile à Casse-Pilote? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai eu le choix. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu le choix. Quand on fédère des personnes ressources, des personnes dynamiques, et puis des personnes qui sont dans une équipe, nous, on a une association aussi qui est un support très, très, très important que j'écris avec Ralph Monplaisir, Thierry Maréchal, Georges Gély. Et nous avions cette base, ce vivier. Nous avions ce vivier de personnes. Et on a fait des choix, je dirais, comme parler de stratégie, des choix qui sont liés aux compétences, aux disponibilités de chacun. Et c'est vrai qu'on a eu notre liste extrêmement vite. Et ensuite, des personnes qui ne sont pas sur la liste, nous les avons agglomérées autour du conseil de quartier, parce qu'il est très important pour moi que la vie citoyenne demeure. Et c'est aussi un garde-fou, parce qu'on parle d'opposition, mais l'opposition, c'est un garde-fou pour nous. Ça me permet d'avancer, d'enrichir aussi nos propositions et d'être dans la droite ligne de la volonté des habitants. Parce que être seul aux affaires, c'est pas une bonne chose.
Nous avons Yolène qui est au téléphone et qui voudrait vous féliciter. Ben, ça tombe bien, le premier appel, c'est pour vous féliciter. Rassurez-vous, il y en aura sans doute. Ah, certainement. Yolène, vous êtes en direct sur RCI, on vous écoute. Bonjour, M. Bouquet, félicitations. Je suis de Port-de-France, mais vous n'êtes pas mon maire, et je vous félicite. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Monsieur Livière. Oui, je vous écoute. Félicitations. Je vous aime pour votre travail. Mon Dieu, M. Livière. Mon Dieu, la féminité, votre féminité, M. Livière, c'est comme une directive. Je ne savais pas, M. Livière. Yolène, vous avez dit que vous appeliez pour féliciter Jean-Marc Bouquet, mais je vous remercie. Les deux. Comme quoi? Je suis là pour vous, la Vincent. Ah, vous êtes la cousine de Vincent. Ben voilà. Bonjour à Vincent. Merci. Bonjour. Merci beaucoup, Yolène. Vous n'avez pas de questions à Jean-Marc Bouquet? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Jean-Marc Bouquet, Ralph Monplaisir est 17e sur la liste. Va-t-il siéger pendant toute la mandature? Alors, vous parliez de stratégie. Ralph Monplaisir, il a fait un travail énorme au niveau du SPEM, en tant que président du SPEM. C'est un travail effectivement qui s'inscrit dans le temps et nous avons souhaité le repositionner, au moins soumettre sa candidature sous son renouvellement au sein de la présidence. Et certainement, il lui appartiendra par la suite, à l'issue de cette élection, de savoir s'il demeure chez nous, avec nous, auprès de nous, parce qu'il a beaucoup donné. Quand vous avez une vie familiale parce qu'un homme politique, il souffre avec sa famille. Donc ça veut dire que derrière, son engagement gradué de 18 ans, il va prendre des dispositions et ça permettra peut-être, si cette candidature n'est pas validée, parce que nous sommes des démocrates, il prendra lui-même la décision de se retirer ou de poursuivre. En tout cas, il ne nous a jamais... J'ai été maire de manière très, très claire. Je n'ai jamais eu d'influence. Il m'a laissé gérer la commune. Et c'est ça qui a donné ce résultat aussi. Nous avons François au téléphone. François qui voudrait revenir sur votre parcours. François, on vous écoute. Vous êtes en direct sur RCI. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais féliciter M. Bouquet. Mais M. Bouquet dit il est dans la rue Marat. Mais dites à M. Bouquet, celui qui lui parle là, c'est son grand cousin. Donc je le félicite. Merci. Dites-lui bien. Il vous entend. Sa famille Montbrun et compagnie et son père Bouquet, dites-lui qu'il faut qu'il fasse un travail à Cassulotte. Moi je ne suis pas de Cassulotte, mais des cousins, on peut travailler. Merci François, merci beaucoup. Et puis là, on va venir en bureau. Pas de problème. Merci beaucoup, merci. Merci pour les encouragements. Ça réconforte. Juste c'est le gars là, juste c'est. Pas de problème. On va vous laisser en famille. Allez, merci cousin. Merci. Ok, à plus tard. Merci Foss. Nous avons Raphaël qui souhaite également vous féliciter. Bonjour Raphaël, vous êtes en direct sur RCI. Oui, merci Achai. Monsieur Limebel, bonjour Raphaël. Ah, ça c'est derrière l'enclos, Raphaël, bonjour. Oui, ça en fait. Bon, voilà. Moi, je le félicite comme d'habitude. C'est hypocrisie. Au moins, pas oublier l'ancienne route là, oublier le point ça. Parce que c'est un itinéraire de délestage. Nettoyer ça, déboiser ça, parce que le doigt est un accident. Bon, c'est pompiers en bas, c'est pompiers. T'es obligé de faire par l'ancienne route et m'empêcher de ça catastrophique. Pour ça bien entretenu. Parce que c'est un itinéraire de délestage. Et puis, ma cadeau, je ne m'arrête pas mon lit, je vais voir de visite. À Pétain. Merci Raphaël. Effectivement, cette route. Merci Raphaël. Cette route, monsieur Dizer, je peux apporter des précisions. Nous avons déjà. On va essayer de visualiser. Cette route part d'où par rapport à ce que nous connaissons? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on appelle l'ancienne route de Cassulotte. C'est-à-dire que ça passe par Choiseul. Vous entrez à Font-Bourlé, près du centre médical, et vous continuez à monter et vous retombez sur le Bienvenu, en passant par la rue de Choiseul principale. Et vous retombez au niveau de la nationale. Donc, effectivement, c'est une route qui nécessite des travaux. Nous sommes déjà à la tâche, puisque nous avons eu Marc Monge les services. C'est une voie communale. C'est une ancienne, ce qu'on appelle une délaissée. Aujourd'hui, le terme juridique, c'est une délaissée. C'est une ancienne route communale de Cassulotte. Mais c'est une voie qui est dans le patrimoine de la commune. Oui, mais qui, au titre d'une délaissée, peut être entretenue par les services de la CTM. Et nous avons fait déjà une visite avec Marc Monge et ses services pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons la reprendre, et ça nécessitera de gros travaux parce que nous avons dans le cadre de l'aide aux communes. Pas forcément. C'est une contribution particulière parce que la CTM est encore en charge des délaissés. D'accord. Voilà, donc c'est dans leurs compétences
Et nous allons essayer de faire en sorte que ça aboutisse, puisque nous avons déjà fait des visites. Et ça a nécessité aussi des reprises de caniveaux et un dévers qui permettent d'éviter que les inondations se produisent au niveau des habitations qui sont en contrebas. Donc ça demande non pas seulement de la réflexion de voirie, mais toute une analyse, et les services de la CTM sont au travail dessus, et nous espérons pouvoir aboutir rapidement. Jean-Marc Bocquet, vous dites « Je ne suis étiqueté ni à droite ni à gauche, je milite juste pour les intérêts de ma commune ». Absolument. C'est un gros mot de se définir de droite ou de gauche aujourd'hui. Nous avons reçu plein d'élus qui disent aujourd'hui « Je ne suis ni de droite ni de gauche ». On a l'impression que c'est devenu un gros mot. C'est pas un gros mot, c'est-à-dire que aujourd'hui là, il y a une mutation fondamentale au niveau de la politique en Martinique. Avant, nous avions des grands pôles. On avait la droite, la gauche. Après, on a vu apparaître autonomistes et indépendantistes, et puis voilà. Et notamment, et je pense que celui qui a donné l'exemple, qui m'a beaucoup inspiré également, c'est Pierre Petit. Osons oser. Lorsque vous êtes encarqué dans un clivage purement politique avec un groupe politique, vous devenez dépendant de ce groupe et des choix qui ne sont pas forcément des choix de proximité. On vous impose, voilà, vous votez pas pour un tel, vous faites pas d'alliance avec un tel. Moi, je suis au niveau local, je pense que c'est totalement obsolète de parler de gauche, de droite. Il faut fédérer. Et c'est ce que nous avons fait au niveau de notre liste. Nous avons des gens de LR, nous avons des personnes qui s'investissent pour leur commune. Le territoire, justement, local, une commune, nécessite une prise en charge de toutes ses compétences. On ne doit pas être en rupture par rapport à une décision prise par parti. Mais tout de même, Jean-Marc Bocquet, oui. Entre décider, par exemple, de privilégier l'approche sociale des habitants ou, d'un autre côté, privilégier le développement commercial, il y a une ligne de fracture idéologique. Vous ne pouvez pas le nier. Non. Je ne parle pas, justement. Je fais l'inverse dans ma réflexion. Je parle des besoins de la population et comment on fait pour répondre aux besoins de la population. Ça, c'est différent. Et lorsque vous êtes dans un parti, vous avez des directives. Et on le voit. Et moi, je pense même au niveau de la CTM, on devrait avoir... vous êtes en train de m'expliquer que même à la tête de la présidence de la République... Non, je parle pas. Je dis qu'il y a des élections où on peut avoir ce clivage politique, avec les législatives, même les sénatoriales, on a des tendances. Et on voit même les sénatoriales, un mélange qui permettent d'aboutir à l'élection de nos sénateurs, et au niveau présidentiel. Mais tout ce qui concerne notre territoire, tout ce qui est fondamental pour ma commune, je ne veux pas m'arrêter voilà, c'est précisément ce que je voulais. Une étiquette politique pour discuter à quelqu'un qui peut apporter un plus à ma commune. Voilà, c'est précisément ce que je voulais que vous me répondiez, parce que j'avais bien compris, mais je savais que vous ne comprendriez pas ma question comme je voulais que vous la compreniez. Peut-être que c'est fait. Parce que je vous ai posé la question à vous, Jean-Marc Bocquet. Oui. À vous, oui. Que vous ne soyez pas étiqueté en tant que maire, mais vous, Jean-Marc Bocquet, vous êtes de droite ou de gauche? Ma vocation première, vous voyez bien que je suis plus pour le social. Donc je suis plus pour... Mais c'est à vous de répondre. Moi, je ne vois rien. Je veux juste votre réponse. Ma philosophie de base, c'est gauche. Ma philosophie de base. Ouais. Maintenant, quand on est un animateur d'un groupe, on développe pour la commune. Et ce qui fédère, c'est la commune, les intérêts des habitants de Casse-sur-Lot. Ce n'est pas une étiquette politique. Et vous voyez que Ralph Plaisir, il est de quoi? Et c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que nous avons... Non, c'est pas ça. C'est que nous avons été classés centre droit par la préfecture. Donc ça me prouve bien que cette notion purement de sectaire de parti politique, je vous dis que c'est ça qui empêche aux hommes de bonne valeur de se rencontrer. Il y a des hommes de bonne valeur dans tous les groupes politiques. Et ce qu'il faut faire en Martinique aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle même de la CTM, c'est qu'il y a un projet du territoire porté par des hommes de valeur. Il y a des hommes de valeur partout, gauche, droite, extrême. Il y a des gens partout qui sont... Ce qui va fédérer, c'est le projet politique, le projet de développement. Et non pas des directives d'un parti qui m'empêcherait de discuter avec vous, M. Dizer, parce que vous êtes de droite ou de... Voilà. Et c'est ça qu'il faut casser. Et il y a des territoires qui arrivent à le faire. Dites bien que c'est un exemple que vous avez pris. Un exemple. Tout doit s'en passer dans la réalité ne serait pas purement fortuite. Merci. Nous avons une question de Marc-André Latournal qui m'a envoyé ces questions, qui est un fidèle de cette émission. Mais vous l'avez déjà un peu abordé. Les conseils de quartier ou la concertation citoyenne, on l'a vu, sont intégrés à votre programme que j'ai lu. Vous en attendez quoi exactement? Parce que dans quasiment tous les programmes, nous avons vu cette question de participation citoyenne et on a fini par se demander si c'était pas juste un beau slogan pour plaire aux habitants.
Ben écoutez, l'avantage que j'ai encore, c'est que j'ai été chargé de la démocratie participative à la ville de Fort-de-France, où j'ai œuvré avec une équipe au niveau de l'ex-école administrative de Dillon, où on a mis en place le conseil municipal des jeunes, le conseil des sages, les conseils de quartier ont fonctionné à l'époque, à la demande de l'ancien maire Serge Chimi. Et j'ai cette expertise aujourd'hui qui nous permet d'être, je dirais, opérationnel. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de groupes politiques qui parlent de démocratie participative, sans la faire exister. Et nous souhaitons continuer, parce que nous l'avons déjà mis en œuvre. Hein. C'est pour ça que nous avons ce score-là, parce que nous allons aussi maintenant fédérer, à structurer les choses. Mais de manière très opérationnelle, les habitants sont déjà intégrés, sont déjà impliqués. Mais qu'est-ce qu'on attend précisément des habitants? J'essaie de visualiser une réunion de quartier. Imaginons, vous montez à Maniba. Vous arrivez, vous dites, je vais écouter. Concrètement, c'est quoi? Vous arrivez, vous leur dites, voilà, je suis monsieur le maire, Jean-Marc Bocquet. Non, mais attendez. J'arrive, je suis monsieur le maire, Jean-Marc Bocquet, voilà. De quoi vous avez besoin dans le quartier? Concrètement, comment ça se passe? Non, il y a deux aspects. On ne peut pas faire de démocratie participative sans avoir notre mission. Nous avons reçu un mandat de la population qui est clair et net, majoritairement qui a souhaité que nous mettions en œuvre notre projet. Par contre, la population doit être consultée pas sur la nature forcément, mais consultée sur les modalités de mise en œuvre, mais aussi être force de proposition, parce que je dis toujours, on n'est jamais intelligent tout seul. Nous avons une équipe et nous devons aussi affiner. Donc on a l'objectif principal. Imaginons, là le beau, nous allons refaire notre beau. On a fait une première phase et nous allons parler de piétonisation, de sécurisation, parce que quand les personnes sortent par exemple de l'église ou du presbytère, il va falloir qu'on ait un plateau traversant qui permette de sécuriser notamment des personnes âgées, puisqu'il y a une grande vitesse dans le beau. Eh bien, nous avons le projet, nous allons consulter la population sur les modalités, savoir s'il faut un plateau traversant ou pas. Donc ça veut dire que derrière, il ne s'agit pas de faire les choses seuls, mais de se faire accompagner, parce qu'il y a des visions, il y a aussi des acteurs économiques, il y a des personnes qui ont leurs propres besoins par rapport au projet général. Mais il ne s'agit pas de se perdre, parce que si on peut se diluer à trop vouloir être très ouvert. Il y a un axe, il y a un partage, mais il y a aussi des propositions. Le conseil de quartier, c'est aussi à faire des propositions. Là, on m'a parlé, il y a une dame qui m'a dit, monsieur le maire, il manque des aires de jeu pour les enfants. Ça, on n'avait pas prévu. Donc, il y a aussi une participation citoyenne qui permet l'émulation, le développement de la commune sous des axes qui ne sont pas forcément identifiés parce que pas traités par l'équipe municipale. Vous avez dit dans votre programme, je l'ai noté, mais c'était dans votre profession de foi. En revanche, vous avez dit, nous voulons moderniser. La modernisation de la commune est à poursuivre en améliorant les voiries, l'éclairage public, les équipements collectifs et l'aménagement du bourg. C'est quoi moderniser une ville comme Casse-Pilote? Mais c'est la rendre, je dirais, accessible. Parce que nous avons un gros souci. Vous allez au bourg, nous n'avons pas d'espace pour tout ce qui concerne la mobilité réduite. Hein. Donc, on va réaménager, on va tenir compte aussi de la modernisation, passe aussi par la végétalisation. Quand vous avez un bourg, il n'y a pas d'arbres. On avait des flamboyants au niveau du bourg, mais ça cassait des racines. Donc, c'est adapté, c'est permettre aussi de disposer d'outils nouveaux de communication. Nous avons 2 panneaux d'information, un situé au bourg, un situé à la batterie. Et nous allons aussi développer Intramuros, c'est-à-dire qui permettent d'informer la population en temps et en heure par un réseau de WhatsApp. Donc, ce sont des outils, ce sont des modalités d'aménagement qui permettent à certaines populations qui ne sortent pas de pouvoir justement avoir accès aux services publics. C'est aussi ce qu'on va faire au niveau des personnes âgées. Nous avons une population qui vit, nous avons des quartiers, Choiseul, derrière l'enclos, des personnes âgées ne sortent pas, ils n'ont qu'une seule visite, c'est la visite de l'infirmière ou du médecin. C'est leur permettre de faire leurs courses, c'est aussi permettre à la navette de revenir à Casse-Pilote. Je me bats depuis 2 ans dessus. C'est-à-dire la navette? La navette, le transport maritime va nous permettre de désenclaver toute cette problématique que nous avons d'embouteillage au niveau de Font-Laillé. Et ça permet aussi aux personnes de disposer d'un parking. Mais ça signifie que sur Casse-Pilote, vous seriez peut-être contraint d'avoir des aires de stockage de véhicules. C'est ça. Ça nécessite aussi qu'il y ait une réflexion de la municipalité sur des possibilités d'avoir des parkings. Donc, c'est pour ça que nous attaquons aujourd'hui des espaces dents creuses qui permettent justement de favoriser des parkings. Mais la navette, c'est fondamental pour ce développement. Il faut ce système multimodal. Et nous avons aussi le transport. J'ai une grosse problématique de transport. Là, on a parlé de l'eau, c'était un argument politique de certains, mais le transport, lorsque le taxi arrive à Casse-Pilote, des fois, il y a 4 rotations avant qu'il embarque, il arrive déjà plein de Saint-Pierre.
Et là, nous devons agir sur le transport. Et justement, ce transport, aussi bien de Casse-Pilote vers Fort-de-France, mais aussi le transport interurbain au niveau des quartiers isolés de Casse-Pilote. Et ça, c'est un projet que nous mettons en œuvre avec des véhicules avec du personnel municipal qui sera habilité à accompagner, à amener des personnes au niveau des personnes âgées, nos aînés qui sont isolés chez le médecin, etc. Ce que vous voulez dire aujourd'hui, les maires n'ont pas le choix. C'est peut-être pas directement au niveau de Martinique Transport qu'il faut agir. C'est sans doute au niveau des communes. C'est ça que vous êtes en train de dire ou pas du tout? Alors, je viens de vous dire que lorsqu'on fait une autorité unique, on est noyé dans les problématiques générales. On revient à ce que je vous disais. Le territoire de Casse-Pilote a besoin aujourd'hui, si on reste qu'au niveau de l'autorité unique et que nous n'avons pas de vecteur d'écoute, d'échange. Ça fait plusieurs fois, je dis, on a mis toutes les navettes aux Trois îles. Je veux bien croire. Mais il y a un besoin sur le Nord Caraïbe. Vous imaginez, nous sommes une île. Pourquoi ne pas prévoir Saint-Pierre, Carbet, de manière à ce qu'on puisse développer. On parle d'environnement, on parle de pollution. Oui, mais on vous répond coût. On vous dit, Martinique Transport, oui, on n'a pas les moyens. C'est ça. Mais ce que je vous dis, c'est aujourd'hui, il faut avoir quelqu'un qui soit en capacité d'écouter les maires. Et aujourd'hui, les compétences sont transférées. Mais la réalité, c'est le maire qui l'a subi. L'eau, quand il y a des coupures d'eau, c'est nous qui sommes, c'est le maire qui fait rien, etc. Malgré le fait qu'on distribue, qu'on soit présent de leur côté. Vous avez vu ce que ça a donné. Le transport, lorsque les mamies sont là au niveau de l'abribus, 5 bus passent déjà pleins. Donc, ça nous dit que derrière, est-ce qu'il ne faudrait pas, puisque nous avons ce qu'on appelle la clause générale de compétence qui permet à un maire d'intervenir dans des champs qui sont nécessaires à sa population. Aujourd'hui, je réfléchis avec peut-être certains maires. Vous pourriez demander une délégation de transfert de compétences. Absolument. Je vous dis ça parce que David Zobda y pense. Ça n'est pas un secret. Il l'a dit sur RCI. Il n'est pas le seul. Un certain nombre de maires pensent demander cette possibilité, parce que la loi le permet, d'une délégation du transfert de compétences. Absolument. Mais qu'est-ce qui se passe? La délégation de ce transfert de compétences, si ça s'accompagne pas de finances. Ça veut dire que derrière, il faut avoir un choix. Non, il faut avoir un choix particulier. C'est-à-dire qu'il faut que les communes s'organisent et dégagent des ressources financières pour pouvoir accompagner ce développement. Mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, le transport sur Casse-Pilote, nous sommes mal placés. Les mamies sont en train de brûler au soleil. Il n'y a pas de transport, c'est plein. J'ai déjà signalé ça plusieurs fois par plusieurs écrits. Aujourd'hui, s'il y a ce transfert et que nous puissions, au niveau de notre budget, prévoir une capacité d'aider, mais nous sommes des fois contraint par ce qu'on appelle le millefeuille de compétences. Voilà. La tribune du dimanche. Oui, non, joker. Nous y sommes, monsieur Jean-Marc Bocquet, votre oui, non, joker. Je rappelle les règles. Vous répondez oui, non, joker. Oui, buvez avant. Pas de commentaires, pas de remarques. Oui, non, joker, et je vais vous reprendre de toute façon. Avant le début de la mandature 2020-2026, Jean-Marc Bocquet savait déjà qu'il serait proposé pour remplacer Ralph Monplaisir? Oui. Bruno Nestor-Azero vous a-t-il appelé ou fait appeler pour son élection à la présidence de Cap-Nord? Oui. La route nationale 2 qui traverse et coupe le Bourg est-elle finalement un handicap pour la commune? Non. Allez-vous siéger personnellement à Cap-Nord? Oui. Casse-Pilote doit-elle avoir des élus siégeant à la CTM en 2028? Oui. La zone d'activité de plateforme condamne-t-elle partiellement le dynamisme commercial du centre-bourg? Non. Allez-vous autoriser d'autres espaces de loisirs ou de restauration sur le front de mer? Oui. Souhaitez-vous aussi une marina à Casse-Pilote comme l'ancien maire Ralph Monplaisir? Je vais pas faire de commentaires, mais moi, pas la même forme, mais oui. Didier Laguerre est-il un maire avec lequel vous échangez régulièrement? Oui, c'est moi. Je parle du maire Jean-Marc Bocquet et de vous, maire Jean-Marc Bocquet. Oui. Pensez-vous que Casse-Pilote est finalement plus agglomération du centre que nord? Non. J'adore votre silence. La tribune du dimanche. Philippe Dizère sur RCI. Deuxième partie de notre émission, la tribune du dimanche. Nous sommes le 29 mars et notre invité, c'est le maire de Casse-Pilote, monsieur Jean-Marc Bocquet, qui nous a dit d'ailleurs qu'il siégerait à Cap-Nord. L'élection, je crois, c'est le 16 avril. Le 16 avril, donc vous serez sans doute élu. Question subsidiaire, vous allez briguer une vice-présidence ou pas?
Tout dépendra de Approchez-vous du micro. Tout dépendra du choix de l'équipe, puisque il y a une majorité qui va se dégager. Je pense que certainement briguer une présidence. Pour peser. Pour aider notre commune à peser, effectivement. C'est important que le maire soit dans la communauté d'Aglo. C'est pas possible de ne pas y être. On prend les décisions vitales pour notre population, mais pas une commission trop lourde, puisqu'il faut que je m'attelle à mon programme. Je veux pas me disperser. Ouais. Je me consacre à Casse-Pilote. Vous avez évoqué, et c'est dans votre programme, vous l'évoquez, vous voulez une évolution de la gestion du port de Casse-Pilote. Vous l'avez évoqué lors d'une visite avec le président du conseil exécutif, Serge Letchimy. Vous voulez d'une convention de gestion. Qu'est-ce que ça signifie, Jean-Marc Bouquet? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'emprise portuaire partait de ce qu'on appelle le port carrière sous le côté gauche jusqu'à la carrière de la batterie, côté droit. Et nous avons justement, dans le cadre de notre développement économique et l'attractivité du territoire, développé toute une bande avec des restaurants que nous allons encore aménager et développer. Et ça, il fallait demander une AOT. C'était un non-sens. Expliquez à celles et ceux qui nous écoutent une AOT, une autorisation d'occupation temporaire. Temporaire du domaine public. Et le gestionnaire. C'est ce qui permet donc expliquez-le. Non, c'est ce qui permet à la collectivité. Donc, c'est d'abord la collectivité territoriale de la Martinique qui gère ce domaine public, qui permet au maire d'agir à partir d'une convention, des fois qui est bipartite ou tripartite, pour pouvoir mener l'action publique. Donc, nous sommes attelés à bien démontrer au président Serge Letchimy qui nous avait fait l'honneur de venir, et notamment pour la brèche, puisqu'on avait une brèche suite à la Hall Beryl. Ouais. Et nous avons pu convenir de maintenir l'enceinte portuaire dans l'enceinte privée, c'est-à-dire privatiser l'enceinte portuaire, et nous permettre d'occuper cet espace public, et qui nous permettrait d'être beaucoup plus flexible dans la politique publique que nous souhaitons développer. Alors justement, ça occasionne une question de Marc-André Latournal, qui nous écoute certainement. Quelle politique vous comptez mener pour la protection du littoral et du patrimoine naturel? Vous faites partie des 28 communes de Martinique à avoir un littoral maritime. Qu'est-ce que vous comptez faire en matière de protection de ce littoral et du patrimoine naturel? Mais écoutez, la protection du littoral, c'est un enjeu fondamental que nous avons un partenaire qui est très impliqué, je dis, c'est l'association La Sommaire, qui intervient avec une sensibilisation de la jeunesse, une sensibilisation de la population, et qui sera aussi domicilié au vétiver à Font-Brûlé. Mais nous avons une zone aussi à préserver au niveau de... Vous savez qu'il y a une protection, une interdiction de pêcher dans ce périmètre qu'il faut renforcer. Et également, il faut anticiper. Donc, on a le littoral à protéger. Et c'est pour ça que lors de la campagne, on parlait de galets, il faut savoir que les galets contribuent à maintenir, justement, à préserver le littoral. Le fait d'enlever les galets, on a une déperdition. C'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée, et puis c'est une méconnaissance totale. Et nous sommes aussi sous couvert de l'État, qui est garant de cette préservation. Mais nous allons associer notre population, sensibiliser les populations aussi, notamment les écoles, et également développer des actions avec cette association à Sommaire. Voilà. Nous allons parler maintenant de développement commercial. Il y a une zone d'activité à plateforme. C'est un développement commercial qui est hors du bourg. Ma question, est-ce que c'est un nouveau modèle pour la Martinique? Est-ce que ça n'est pas un peu une solution de facilité quand on a un centre-bourg contraint? Alors, je pense qu'il faut simplement parler de choix d'activité économique. La zone d'activité de Choiseul, nous avons un cahier des charges très strict et un règlement de zone qui empêche déjà la concurrence entre ceux qui vont s'installer pour offrir à la population une diversification d'activités, de l'offre commerciale. Ça permet aussi d'employer. Nous employons plus d'une 50aine de personnes. Donc, ne pas tout miser sur le rôle du maire aussi, c'est de trouver des solutions et aussi sauver sa jeunesse qui des fois qui manque de ressources en matière d'emploi. Et nous avons des partenariats que nous faisons. Donc, cette zone est nécessaire. Elle contribue à offrir à la population pilotine des activités qui se trouvent. Vous avez parlé de la proximité avec le centre. Il fallait aller à chercher. Aujourd'hui, quasiment toutes les activités sont présentes, que ce soit du bricolage, contrôle technique, boulangerie, etc. Mais le bourg ne doit pas être aussi une zone morte. Et c'est pour ça que nous sommes dans un schéma de développement, mais aussi de
de proximité pour les personnes qui n'ont pas de véhicule. Parce que les personnes qui n'ont pas de véhicule ne vont pas à Choiseul. Donc, il faut toujours dynamiser le bourg. Je pense à mon ami Pierre Middleton et la pâtisserie. Voilà. On va y revenir sur la question du centre-bourg. Continuons sur le développement commercial. Chaque commune, finalement, veut que sa population n'aille pas chez le voisin. Je vous dis ça parce qu'on le constate au Robert, on le constate au Lorrain, on le constate au Vauclin et depuis plus longtemps à Trinité, au François, à Ducos. On a le sentiment que tous les maires, finalement, sont un peu en concurrence entre eux et se disent « je dois avoir sur mon territoire du développement commercial parce qu'il ne faut pas que ma population... » Attendez, vous allez répondre, vous non, je ne suis pas pressé, je ne fais qu'acquiescer ce que vous dites, monsieur Dizère. Je fais en sorte d'avoir tout le développement commercial chez moi parce qu'il n'est pas question qu'on aille chez mon voisin, quitte peut-être à sacrifier mon centre-bourg. Est-ce que je suis mauvais esprit en disant ça? Très mauvais esprit, parce que je mettais justement l'articulation... le doigt sur l'articulation entre le développement économique et la préservation de ce qu'on appelle les petits lolos, les petits commerces, et notamment notre bourg. Notre bourg, on a ce développement justement économique qui doit exister, malgré le fait qu'il y ait des contraintes particulières. Développement économique, mais votre centre-bourg, est-ce qu'il peut résister à des enseignes comme celles que vous avez à Choiseul? Absolument. Tout dépend maintenant de ce qu'on va y mettre, de la taille, de la modernisation de l'outil, parce que nous avons aussi à moderniser avec une forme de marketing, je dirais, commercial, et à revisiter un petit peu l'offre qui est faite pour une population qui n'arrive pas à se déplacer. Le bourg, c'est important de maintenir. Qu'est-ce qu'il faut dans le centre-bourg, Jean-Marc Bocquet? Mais aujourd'hui... Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'accessibilité, en disant que vous allez reprendre les voiries pour que la mobilité réduite soit prise en compte, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut des habitants, il faut des services, il faut des administrations, il faut du commerce. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une pluralité de services, d'accord? Donc, nous avons des activités à développer en matière de services administratifs. Nous avons aussi, moi, j'ai un fort besoin d'avoir des étudiants, une petite résidence étudiante. Nous avons besoin aussi au niveau du bourg pour les micro-commerces. Nous avons aujourd'hui fait l'acquisition par le PFL d'un foncier qui va nous permettre de développer tout ce qui est artisanat. Et ça nécessite qu'il y ait cette attractivité du bourg qui permette aussi de valoriser les petits artisans qui n'ont pas besoin de grandes surfaces. Parce que au niveau de Choiseul, la zone d'activité, ce sont des surfaces très, très importantes. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui veulent faire de la coiffure, qui veulent faire, jeunes qui veulent faire de la vente de pièces détachées pour les mobiles. Donc, ça nécessite de petits locaux qui permettent justement d'offrir ce qu'il n'y a pas de l'autre côté. Par contre, il faut être attractif. Il ne faut pas aussi faire une concurrence. Là, par exemple, nous avons une opticienne, Madame Catherine Ahmed-Thibault, qui se reconnaîtront, l'optique autrement, qui fait un très beau travail, même pour les non-voyants. Il s'agit pour nous de ne pas les mettre en concurrence avec quelqu'un qui va s'installer à Choiseul. C'est-à-dire que ça permet... Le maire a la possibilité de dire à ceux qui détiennent cette zone, écoutez, ça je n'en veux pas, et ils vont vous écouter. À l'origine, il y a un règlement. C'est-à-dire que le maire doit savoir ce qu'il veut pour sa commune. Avec son équipe municipale, nous avons défini ce que nous voulions pour Casse-Pilote et ce que nous ne voulons pas. Il y a des activités qu'on a refusées. D'accord? Donc aujourd'hui, on a une offre, par exemple, en matière de sport. Nous avons 2 enseignes très importantes qui vont s'installer à Casse-Pilote. L'une qui sera située à la zone d'activité de Choiseul, ça c'est une volonté de notre part, et une autre qui sera au niveau de Haut-de-Manibar. Mais c'est 2 offres différentes. C'est-à-dire, on a toujours le général du sport. En gros, si je vous écoute, oui, vous voulez empêcher aux pilotins de sortir vers Bellefontaine et vous voulez les empêcher d'aller à Chelcher. Ah non, je ne veux pas les empêcher, je veux simplement leur offrir la capacité d'avoir des services proches d'eux. Et c'est pour ça que le transport, justement, ce fameux transport interurbain est important pour nous, de pouvoir aussi développer. Parce que Casse-Pilote, on disait que c'était une ville morte. Je vous rappelle, c'est une cité dortoir. Oui. Aujourd'hui. Ralph Plaisir n'avait pas aimé que je dise ça. Ah oui, mais c'était le cas avant. Mais aujourd'hui, Casse-Pilote accueille toute la population du Nord. Et je rencontre même des personnes qui vont au centre médical. On a 2 centres médicaux à Choiseul, on a 2 laboratoires, et il y a des personnes qui sortent de Fort-de-France, même de Ducos, j'ai rencontré un monsieur qui sort de Ducos pour avoir des rendez-vous sur Casse-Pilote. Donc aujourd'hui, l'attractivité de ce territoire, nous en sommes fiers, mais il faut avoir aussi du foncier. Et je vous rappelle également, Philippe Dizère, que nous avons mis à disposition du STIS une caserne qui valait 3 millions. Ouais. Le foncier, c'est 3 millions. Jusqu'en haut, oui, la caserne de Choiseul a été donnée pour le service public, pour l'intérêt général de toute la zone. Donc, on alterne aussi bien la notion d'emploi
de développement économique, d'attractivité, mais au niveau du beau pour revenir, il me manque un pressing. Ouais. Je pense qu'il faudra avoir un pressing, il faudra avoir un certain nombre d'activités qui ne vont pas se retrouver au niveau C'est-à-dire que vous, Jean-Marc Bocquet, maire, vous dites, voilà, j'ai une vision, au-delà de la vision, il y a des choix, je vois ce qui manque dans ma commune, et je vais faire émerger ces activités. Vous assumez d'être un peu le VRP de votre commune. Absolument, c'est ça le rôle du maire. C'est un facilitateur, celui qui est à la tête de la commune. Je vous ai dit que je suis pas une tête de liste, je suis un animateur. Il faut donner vie. Un animateur donne vie et la plupart du temps s'en va parce qu'il faut pas aussi s'endormir parce qu'on perd en attractivité, on perd en désir de progresser. Et aujourd'hui, le maire doit être un VRP. Voilà, quand j'ai une enseigne qui vient, je lui dis, mais écoutez, même s'il y a la haute autorité de la discrimination, etc., contre des discriminations, nous avons une population locale. Nous avons une population aussi, nous accueillons des personnes du Carbet. À Marie-Blachère, plus de 26 emplois créés. Nous avons 2 employés qui sortaient de Sainte-Anne, qui vont aujourd'hui vivre à Casse-Pilote. Donc, on a un apport de population par le biais de ce développement économique. Mais il faut qu'il soit réfléchi, qu'il soit pas hyper concurrentiel et qu'il soit adapté surtout au territoire. Il ne faut pas qu'il y ait une taille trop importante qui va engendrer demain une désertification de la zone d'activité. Philippe Disert sur RCI. Nous allons parler finances, monsieur le maire. Nous allons parler finances, nous allons parler urbanisme, nous allons parler immobilier. Alors, il y a un avis, le numéro 2024-0049 de la Chambre régionale des comptes, qui a concerné le compte administratif 2023 et le budget primitif 2024. Il dit en substance que les budgets primitifs de 2024 du budget principal et du budget annexe se présentent chacun, en ce qui les concerne, en suréquilibre. Ce résultat global positif prévisionnel conduit à une sortie du plan de redressement. Ma question, est-ce que Casse-Pilote est vraiment tiré d'affaire sur le plan financier? Casse-Pilote est tiré d'affaire, même si nos opposants ont raconté n'importe quoi à la population. On aurait dit qu'ils voulaient bâtir un programme politique sur le chaos. Et je suis fier d'avoir pu contribuer à cette sortie avec les équipes, l'administration, mes collègues. Nous avons travaillé. Quand c'était dur, on avait dit qu'on faisait, mais vous savez, quand vous manquez de ressources, vous vous adaptez avec ce que vous avez. Vous gérez les choses convenablement. Aujourd'hui, nous sommes tirés d'affaire, mais il s'agit de ne pas y retourner. Donc, c'est pour ça que nous avons développé des stratégies complémentaires, et notamment avec nos bons résultats obtenus en gestion, nous avons aussi contracté un prêt de 2,4 millions pour pouvoir justement nous permettre de bénéficier des subventions allouées par nos cofinanceurs et de pouvoir aboutir et abonder les 10%, 20% en fonction du programme. Et c'est un projet qui nous permet aujourd'hui de ne pas aller puiser dans notre trésorerie. C'est important pour nous, puisque nous avons remboursé un prêt en une fois, en 2024, décembre 2024, je ne me trompe, et nous avions les intérêts du capital. Nous avons été toujours de bons élèves en matière de gestion, de rigueur budgétaire, contrairement à ce qui a été dit. Et quand vous avez des services financiers qui vous disent que c'est bien, on a de bons ratios, il fallait profiter justement de cette opportunité de permettre à la collectivité de ne pas puiser dans sa trésorerie, de garder, puisque c'est les ventes sur Choiseul, c'est du one shot, ça nécessite derrière qu'il y ait une gestion. Une fois que vous avez obtenu, par exemple, si on finalise le budget, imaginons, je ne vais pas donner de chiffres, je ne vais pas effrayer les gens, mais imaginons qu'on finisse avec un excédent de 5 millions. Ces 5 millions, il faut garder là, sous le temps. Parce qu'une fois que cette ressource exceptionnelle est terminée, une vente, c'est une vente. Il faut gérer derrière. Donc, il y a des solutions qui ont été trouvées. On a renforcé, et je demande aux CS municipaux de développer des projets qui soient cofinancés. Et cette possibilité que nous avons aujourd'hui d'avoir ciblé dans notre programme à venir toutes les quotes-parts de la ville et d'avoir un prêt, nous permet aujourd'hui de voir les choses sereinement et de trouver l'équilibre. Alors, nous avons regardé ce fameux budget 2024. On pense que les choses n'ont pas beaucoup changé. Les charges de personnel, j'ai calculé, ça représente à peu près 40% des dépenses de fonctionnement d'une ville comme Casse-Pilote. Certaines communes, il faut le rappeler, sont à 70%. Est-ce que ça signifie que Casse-Pilote peut recruter? Alors, il ne s'agit pas pour nous de recruter dans n'importe quelle condition. Mais vous avez des marges de manœuvre, Jean-Marc Bocquet. J'ai des marges de manœuvre avec... 40%, c'est pas énorme, reconnaissez-le. Non, mais justement, il faut garder... Mes calculs sont bons, en fait. Vos calculs sont bons. Par contre, nous allons développer du multi-emploi. Je vais m'exprimer. On a des chantiers d'insertion. On a 3 chantiers d'insertion qu'il faudra faire vivre. Alors, il ne s'agit pas pour nous de surcharger la banque. Vous m'avez parlé de résultats positifs. Et un maire doit gérer et anticiper. En matière de gestion, il faut trouver un équilibre. Il y a des emplois aussi qu'on ne peut pas remplacer. Il faut revisiter
Et on aura une réorganisation municipale qui va nous permettre de voir nos besoins en matière et les postes nécessaires. Parce que c'est dans l'emploi public, ce sont des fonds publics, et je remercie, je loue énormément l'investissement du personnel municipal qui est là à nos côtés, parce que sans ce personnel municipal, on ne peut rien faire. Donc, c'est un emploi, oui, on pourra recruter, mais sur des emplois qui sont nécessaires à la collectivité et de nouveaux emplois. Par exemple, là, pour le bus, nous sommes obligés d'embaucher peut-être des personnes pour le transport des personnes âgées. Habilitées, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'envoyer n'importe qui. Il y a des formations, il y a des agréments. On voit très bien qu'elles sont vulnérables. Donc, imaginez qu'on envoie n'importe qui, il y a des cambriolages. Non, il faut penser la fonction publique et les emplois comme des emplois nécessaires et aussi la polyvalence. Avant, les maires changeaient. Un jardinier parti, on reprend un jardinier. Et il y a une grande part aussi d'externalisation de certaines fonctions municipales qui vont nous permettre d'avoir cette souplesse et de permettre justement de cette création d'emplois. Jean-Marc Bocquet, est-ce que vous diriez que il y a à Casse-Pilote comme ailleurs une forte tension des habitants sur l'accès à l'emploi dans la collectivité? Est-ce que vous êtes confronté à des gens qui vous disent, monsieur le maire, moi on travaille en mairie? C'est le cas. Depuis que j'étais en 2020 en charge des écoles, en charge des services techniques, des grands chantiers. C'est vrai. Il y a tendance j'avais reçu un jeune ma première expérience en 2020, j'ai reçu un jeune, il me dit, monsieur le maire, je veux travailler au service technique parce que c'est plus facile pour moi, etc. Je lui dis non. Vous avez mal pensé les choses. Vous voyez que vous pouvez apporter à votre collectivité, mais si c'est une question de facilité, ça n'a pas de sens. Donc, il faut peser les choses. Il faut aussi être franc avec les gens. Vous venez pas travailler en mairie parce que c'est facile. Vous venez travailler parce que vous avez une compétence à mettre au service de la population. Et je lui ai dit, mais écoute, tu ne peux pas sortir d'un CDI, démissionner et revenir en mairie parce que c'est plus facile. Ça n'a pas de sens. Et il faut aussi que ces valeurs du travail soient partagées. Et c'est pour ça que nous avons un gros effort à faire en matière d'insertion. On a pu sauvegarder des emplois d'anciens agents qui étaient en insertion. On a gardé les meilleurs. Ceux qui ont prouvé qu'ils étaient tenaces, ceux qui ont prouvé qu'ils avaient envie d'apprendre. Et cette image de facilité de la fonction publique, c'est une chose aussi qui doit être revisitée par nous tous. C'est pas venir en mairie, c'est avoir un travail. Le travail, tu l'as, là où il existe. Ça peut être en chantier d'insertion, pendant 24 mois, tu apprends. Et je tiens beaucoup au chantier d'insertion parce qu'on peut développer ce qu'on appelle les formations diplômantes qualifiantes. Et le jeune n'est pas obligé de venir en mairie après, il peut créer son entreprise. Ou travailler ailleurs. Voilà. Et c'est cette notion qu'il faut inculquer aux gens. Parce qu'il y a des contraintes, et des fois, vous avez des personnes qui ont un savoir. Moi, je suis plutôt, je dirais, dans ce qu'on appelle un intellectuel. Moi, j'ai des copains à moi qui ont créé leur boîte, qui savaient souder, qui ont été fait un CAP soudure, qui sont plus riches que moi. Oui. Donc, il n'y a pas de sous-métier, mais il y a aussi à prévoir une trajectoire et être vrai avec les gens. Quelqu'un qui vient me voir, me dit, monsieur le maire, je veux travailler en mairie. Je dis, oui, tu vas travailler en mairie, mais peut-être différemment. Nous avons des chantiers d'insertion. Là, on va externaliser. On va imposer que ce sont des personnes de Casse-Pilote qui soient, même si c'est un pourcentage moyen, mais qui soient des personnes de Casse-Pilote. Mais ça ne veut pas dire que... Donc, la notion de travail ne doit pas être une notion de facilité parce qu'on est en collectivité. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et toute ma base, justement, était de travailler, de peser. Et puis, il y a aussi les stages. Je pense qu'on aurait dû faire des stages pour ceux qui veulent travailler en mairie dans les entreprises privées. Parce qu'il faut penser, si tout le monde vient en mairie, comment on développe une commune? Donc, il faut aussi qu'il y ait cette notion de travail, d'effort. Et c'est ça qu'on perd énormément aujourd'hui, c'est l'effort. On ne vient pas là pour glander, on vient là pour travailler, apporter. Et c'est cette notion que je veux travailler avec la population et les agents municipaux. On vient servir la population. On ne vient pas se mettre à l'aise. Jean-Marc Bocquet, financièrement, quel est le plus gros défi pour une ville comme Casse-Pilote? Alors, Casse-Pilote, par rapport aux enjeux que nous avons aujourd'hui, on voit bien que nous sommes dépendants de tout ce qui concerne Quel est le poids de l'octroi de mer dans votre budget? Assez important. C'est une bonne ressource. C'est une très bonne ressource. Et c'est important pour nous de l'avoir en matière de ressources financières. C'est quel pourcentage vous l'avez en tête? Par contre, je ne l'ai pas en tête. Non, c'est une bonne question, mais je ne l'ai pas en tête. Mais c'est une part importante. Vous ne pourriez pas faire sans? Non. Je pense qu'il ne faut pas, justement, aujourd'hui, vous me parlez de transfert de compétences, de retour de compétences, notamment en matière de transport au niveau des communes. Je vous disais qu'il faut l'accompagner de transfert de finances. Et c'est ça. Ou sinon, il faut pouvoir avoir une gestion extrêmement forte pour dégager un pan de finances publiques qui permettent
de financer l'activité. Et ça nécessite qu'il y ait un calibrage soit fait par rapport au projet politique. Et je veux dire aussi quelque chose d'important, le budget, ça reflète la volonté politique de l'équipe majoritaire. Et donc, on doit retrouver dans le budget les axes forts, les priorités. Mais si on fait un budget classique, donc ça veut dire que moi, le CCAS, pour moi, le CCAS aujourd'hui, on doit abonder le budget. Il n'est pas assez important. Non, il ne traduit pas notre volonté aujourd'hui d'aider, de consolider sur le lien intergénérationnel. On a fait des efforts, on a fait la gratuité pour les personnes âgées du cinéma, des activités. Il faut poursuivre. Il faut aussi développer avec des financements d'activités qui permettent justement de bien vieillir sans avoir à être isolé. Jean-Marc Bocquet, nous allons parler urbanisme et immobilier. Case pilote. 969 000 €, une maison de 5 pièces, de 206 mètres carrés avec 1395 mètres carrés de terrain. C'est pas la mienne, hein? Attendez. 775 000 €, une maison de 4 pièces, 3 chambres, 160 mètres carrés et 2800 mètres carrés de terrain. 1 700 000 € pour une maison à vendre de 6 chambres, de 200 mètres carrés à case pilote. Ces chiffres donnent le tournis. J'ai trouvé cependant une maison à moins de 200 000 €, 4 pièces, 3 chambres, 95 mètres carrés. Elle est située au bourg, elle n'a pas de vue mer et elle est à rénover. Quand on est le maire d'une ville avec de tels chiffres, on se sent impuissant, on se dit c'est la loi du marché qui s'impose. Alors, effectivement, vous avez un bien, le bien il y a un propriétaire. Donc vous avez. Je rappelle qu'1 700 000 €, c'est pas le plus cher que j'ai trouvé. Non, absolument. J'ai trouvé, il y avait une maison à Font-Bourlé à plus de 3,5 millions. Mais c'est voilà. Donc le propriétaire a le droit de vendre son bien et c'est à son avantage. Mais nous, la collectivité, c'est pour ça que je dis que la sphère économique, et c'est important que le maire aussi soit en capacité avec son équipe municipale d'offrir. Et c'est le projet que nous avons. On n'a pas tout développé parce qu'on a dans notre programme, on a abordé que les projets qui ont déjà les cofinancements, mais il y a une notion importante, c'est l'accession pour les primo-accédants. Et nous allons développer un programme bientôt, sur une zone qui n'est pas encore urbanisée. Nous sommes en train de réfléchir avec des bailleurs sociaux, de manière à offrir à une population, notamment les jeunes qui arrivent, les personnes qui sont avec des bailleurs sociaux qui n'ont pas la possibilité d'investir, leur offrir la possibilité de bénéficier de logements pour eux, c'est-à-dire les primo-accédants. Mais comment vous allez faire? Comment techniquement vous allez faire au-delà de considérations de phénotype, de être martiniquais ou piloté, etc. Comment vous allez faire? On va offrir justement à cette population. Nous avons Est-ce que par exemple, il faudra qu'elle soit éligible au prêt à taux zéro, par exemple? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai découvert ça simplement en allant à Bordeaux. Ouais, je cherche un logement pour ma fille et finalement j'ai découvert ce système. C'est des résidences qui sont spécialement conçues pour les primo-accédants. Parce que un jeune qui commence à travailler ne peut pas répondre à de tels prix, 1 million, 300 000. Et on a travaillé. Aujourd'hui, je suis en contact avec des bailleurs sociaux, avec aussi des amis qui sont des techniciens dans le domaine pour pouvoir offrir des logements, c'est-à-dire permettre... On ne parle pas de logements HLM, Non, mais il faut être précis. Non, c'est pas des logements. Quant à ça, on va parler tout à l'heure du logement. C'est vraiment le nœud de tout maintenant, c'est le logement. Aujourd'hui, nous allons offrir la possibilité, on va faire un programme pour des primo-accédants. Pour des primo-accédants. On va faire aussi un programme pour des gens qui ne sont pas encore propriétaires de leur résidence Exactement, qui avec le prêt à taux zéro, etc. Ce sont des dispositifs que nous allons mener avec les bailleurs sociaux. Ils sont pas tellement, je dirais, friands. Pourquoi? Parce que, moi, je suis pour permettre à quelqu'un paie un loyer de 800 euros, 900 euros par mois, il ne devient pas propriétaire. Donc, c'est permettre à cette population de pouvoir s'installer à Casse-Pilote avec des ressources qui soient modérées. Et on parle sur des petits logements de 200, 300 mètres carrés, voire 400, 500, ça dépend Je veux dire, vous parlez de la surface du terrain. Voilà, un terrain. Non, parce qu'on pourrait penser que c'est la surface de la maison. Non, le terrain. Okay. De petits terrains qui vont permettre à des jeunes couples d'édifier et devenir propriétaires sur une zone que nous avons conçue, mais les personnes âgées également ont cette nécessité. On va développer également sur la même zone
une possibilité aux personnes âgées de pouvoir bénéficier, d'investir sur une petite maison avec aussi des locaux partagés. Vous avez envie de voir du monde ce soir, vous allez dans le foyer à côté, qui est au centre du petit village, et vous voulez voir personne, vous avez des enfants qui arrivent, vous avez votre équipement, votre maison. Et pour qu'il y ait une vie sociale beaucoup plus attrayante. Parce qu'on parle souvent des primo-accédants, mais il y a aussi des personnes âgées qui ne peuvent pas rester dans des maisons à 1 million, qui ont besoin d'avoir des habitations adaptées et qui ne soient pas isolées totalement de la population. Jean-Marc Bocquet, Case-Pilote, c'est une ville de riches contribuables? Alors, je dirais que nous avons des zones où, vu les prix... À votre sourire, on voit que vous êtes d'accord. Non, quand même, on est une ville assez, voilà. C'est-à-dire que la moyenne... Revenu par habitant, Case-Pilote est combien, monsieur le maire? Ah, je sais qu'on n'est pas mauvais, je crois qu'on est parmi... On est deuxième. Voilà. On est deuxième de la Martinique. J'espérais que... J'ai appris mes bases, je suis disais. Mais je vous laisse y aller. Je savais que la question... C'est vrai que l'immobilier a augmenté. C'est pas que l'immobilier. Et la richesse de la commune, la richesse, le prix moyen. Est-ce que c'est vraiment un problème? Je dis ça parce que c'est vrai qu'on entend souvent, parfois même sur RCI, ou lors de discussions comme ça, Case-Pilote serait en train de devenir un ghetto de riches. Quand vous entendez ça, ça vous agace, ça m'agace parce que... Mais vous l'entendez, Jean-Marc Bocquet? Je l'entends. On parle du lotissement de la Caraïbe, on parle de citoyens, mais ce sont des personnes aussi qui ont investi. Et je vous rappelle que, monsieur disait, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Case-Pilote à ce niveau-là, le lotissement de la Caraïbe, c'était des terrains... Je sais, personne ne voulait y habiter. C'était des terrains où il y avait... Citronnelle, c'est pire. Citronnelle, c'est pire. Et quand vous arrivez là pour construire, vous avez une surface qui est très dure, ça nécessite beaucoup plus de moyens. En tout cas, moi, je suis content. Et justement, en ce qui me concerne, je ne veux pas dire que c'est une ville de riches. Pour moi, c'est justement permettre à toutes ces personnes qui, avant construire à Case-Pilote, qui allaient vers Shell en Fort-de-France, de bien vivre à Case-Pilote. Et ça, c'est important qu'il y ait ce brassage, qu'il y ait aussi une possibilité de tout un chacun de trouver une maison. Et c'est pour ça que ce dispositif d'habitat me plaît énormément et c'est un enjeu fort. Moi, je pense qu'il faut bien vivre ensemble. Et permettre à ces personnes, justement, qui me connaissent... Il y a une dame, je vais vous donner un exemple. J'étais en campagne électorale, je sors dans la mairie pour aller justement sous les tréteaux. Il y a une dame qui vient, qui me dit, monsieur, où sortez-vous la poste? Je lui dis, mais madame, vous connaissez pas le bourg de Case-Pilote? Non, je connais pas la poste. Elle sortait d'un quartier, justement, je ne donne pas de nom. Elle n'a jamais fréquenté le bourg. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de permettre à cette population qui pensait que c'est que chez le Fort-de-France on va retrouver les choses, de pouvoir bien vivre dans leur commune et d'améliorer le cadre de vie pour faciliter ce brassage culturel, ce brassage économique, etc. Monsieur Bocquet, est-ce que cet immobilier très cher n'est pas aussi un avantage pour les finances de la commune? Bien sûr. Bien sûr. La taxe, nous avons des taxes qui sont perçues à partir de ça. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que de permettre à tout chacun on peut pas dire que vous en soyez responsable. Voilà, vous avez hérité d'une situation. Exactement. Mais c'est très bien parce que nous avons des personnes qui... on y trouve... La population, je ne pense pas que ça gêne. Aujourd'hui, le plus gros souci que j'ai, c'est de permettre à des pilotins, et depuis 2-3 années, en tant que maire, je reçois beaucoup de retours, même dans les logements sociaux, des personnes qui étaient... Alors, on a eu l'hébergement Niba, 67 logements pour les seniors. J'étais très content d'accueillir des personnes qui étaient pas depuis 15-20 ans, qui avaient quitté Case-Pilote Cité Dortoir, qui veulent revenir dans le logement social, avec Osana, mais c'est MHLM. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'attrait ne se fait pas simplement purement en spéculation financière immobilière. L'attrait se fait parce que la commune, les gens sont contents de vivre à Case-Pilote. Lorsque vous avez un cardiologue de Saint-Paul qui vient s'installer et qui, je l'ai eu récemment, il me dit, mais, monsieur le maire, les gens pensaient que Case-Pilote était au Prêcheur, loin. En 10 minutes, vous avez la côte Caraïbe, et puis après, ces personnes-là vont manger chez Dada, chez Evans, au Chess, etc. Vous faites toute la pub de vos commerces, monsieur. Mais bien sûr. Oui, mais vous êtes sur RCI, monsieur. Oui, mais vous avez parlé d'attractivité. Et c'est important pour moi de dire simplement que les services offerts permettent ce bien vivre. Voilà. Et c'est là le rôle du maire, c'est d'anticiper. Alors, on a commencé à évoquer, pour finir complètement sous le chapitre urbanisme immobilier, la question de l'habitat à loyer modéré, les HLM. Est-ce que vous avez l'intention de lancer d'autres programmes où vous atteignez le seuil de 25%? Non, franchement, je vais vous dire, cette semaine, j'ai déjà reçu au moins une quinzaine de demandes d'emploi. Pas d'emploi, de logement, via le CCAS.
Nous avons des populations aujourd'hui, on avait des familles avec 3 générations dans un appartement. Les enfants font des enfants. Et aujourd'hui, nous avons un effort énorme pour pouvoir développer le logement social en sachant que personne, et c'est ça le gros souci, j'essaie de tester un peu la population, certaines personnes envisagent le logement social comme une gêne pour leur, justement, pour leur bien immobilier. Donc il va falloir trouver d'autres terrains pour pouvoir développer le logement social. C'est important pour nous d'avoir cet effort supplémentaire à faire. Philippe Dizère. Monsieur le maire, deuxième questionnaire, le pour ou contre. Vous n'en aurez pas beaucoup parce que nous avons derrière la politique en coulisses et j'aimerais vous entendre sur quelques sujets éminemment politiques. Pour ou contre, vous pourrez commenter et argumenter, pour ou contre une suppression du statut de fonctionnaire territorial remplacé par la généralisation du CDI de droit privé au sein des collectivités territoriales. Alors, je suis pas d'accord. Quand on parle de fonction publique territoriale, pas toutes les filières. Les filières les plus nécessaires doivent être maintenues, mais effectivement, on gagnerait peut-être pour avoir ce dynamisme et non, le CDI peut être une bonne solution pour certains corps de métier. Mais pas toute la fonction publique territoriale, c'est pas possible. Il faut quand même atteindre des niveaux, il faut une sécurité, il faut aussi pour que les fonctionnaires ne soient pas, les agents ne soient pas totalement dépendants du bon vouloir des politiques, c'est aussi ça? Alors, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je pense que cette notion de dépendant des politiques, ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Les personnes, au départ, vous savez, j'ai des formateurs... Oui, mais on se dit que si la personne est fonctionnaire, on a moins de prise sur elle que si elle est en CDI et qu'on peut la licencier comme dans le secteur privé. C'est une question d'implication. C'est soit on fait tous les prérequis nécessaires, c'est-à-dire qu'il y a une formation particulière, puis aussi une sélection particulière avant titularisation, soit on fait du CDI. Pourquoi le CDI permet d'être en contrat et permet aussi d'avoir une visibilité particulière à long terme. Donc, c'est pas un contrat à durée déterminée. Mais lié à des valeurs, lié aussi, ça dépend des métiers. Il y a des métiers pour lesquels, je suis désolé, dans les écoles, moi, CDI, ça n'a pas de sens. Moi, je pense il y a des métiers qui sont nécessaires, où ça demande aussi une sorte de sécurisation affective et puis émotionnelle à la personne, qui soit pas sous contrainte forte. Donc, ça dépend des secteurs. Je suis pas d'accord que ce soit toute la fonction publique territoriale. Il faudrait aussi voir au niveau de l'État. Pour ou contre une indemnité pour les conseillers municipaux également? Je suis pour. Parce qu'il faut l'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent. La loi prévoit des indemnités pour le maire, ses adjoints, et pas pour les conseillers municipaux, même si vous avez la possibilité de l'aménager. Mais la loi ne le prévoit pas. La loi prévoit une enveloppe. Une enveloppe indemnitaire qui ne, je vais vous dire, par rapport aux contraintes que vous avez, votre vie de famille, etc., votre investissement. Et c'est pour ça que moi, j'aurais fait le parallèle avec la professionnalisation du métier de maire, la fonction. Parce que pour être un bon maire, il faut avoir du temps. Par contre, je suis d'accord, et c'est pas qu'au niveau, cette problématique ne se situe pas qu'au niveau des élus. Moi, fondamentalement, c'est au niveau du bénévolat. Il faut que les associations, les dirigeants associatifs, les membres associatifs soient aussi indemnisés. Parce que c'est une notion d'intérêt général, une notion d'intérêt public. Lorsque vous avez des bénévoles d'une association qui prennent leur voiture, qui œuvrent pour le bien-être de la population, ils devraient avoir cette généralisation de l'indemnité. Jean-Marc Bocquet, politique en coulisses, pourquoi 50% de votre liste a été remaniée? J'ai compté. Personne par personne, vous avez remanié 50% de la liste. Pourquoi? Parce que nous construisons l'avenir. Nous construisons les choses et nous avons besoin, cette équipe, c'est un laboratoire aussi de vie, un laboratoire d'expérience politique. Nous avons des jeunes et les mettre en fonction, les mettre leur permettre de toucher le doigt à la réalité politique. Ce que j'appelle la vraie politique, c'est vraiment l'animation de la cité, pas politique politicienne. C'est leur permettre, comme moi j'ai pu bénéficier de l'expérience des anciens, Georges Elie, Thierry Maréchal, Ralph qui m'ont accompagné, c'est leur permettre de toucher du doigt une réalité et de savoir véritablement s'ils sont faits pour ça ou pas. Parce que lorsqu'on est à l'extérieur, on a l'impression que c'est facile. Vous vous êtes fait des ennemis avec ce remaniement? Non, on a été... Ils ne vous diront pas? Non, peut-être que les gens pensent différemment, mais en tout cas, le retour de toute notre équipe, et d'ailleurs on est très soudés, et j'ai pas eu de... Je vous dis, j'avais le choix. J'ai été un maire qui avait le choix de faire une liste. Il y avait trop de monde.
Mais nous avons trouvé des articulations sur des activités au sein du conseil de quartier. On a une association, on a aussi des élections qui arrivent bientôt. Il faudra aussi envoyer voilà. Et il y a une position de notre équipe qui est très dynamique et volontaire. Donc cette notion, c'est plutôt une notion de brasser l'expérience avec le dynamisme de la jeunesse. Le Nord Caraïbe a connu un basculement politique à la faveur des municipales de 2026. Vous vous y attendiez, vous qui êtes du Nord Caraïbe? J'étais surpris de voir l'ampleur. J'étais surpris de voir l'ampleur et puis déçu aussi de voir, et ça m'alerte énormément sur cette notion de longévité. Au niveau de, voilà, quand on reste trop longtemps dans une fonction, on perd justement cette lueur de dynamisme. On s'habitue, on devient justement pantouflard. Et je pense qu'on aurait pu brasser, parce que les personnes qui ont été élues, ce sont des personnes nouvelles, mais qui existaient déjà. Qui étaient déjà sur, oui, tout à fait. Peut-être dans l'association, peut-être dans... Ou qui étaient simplement adjoints au maire. Ou peut-être adjoints au maire. Donc ça veut dire que derrière, ce renouveau est bon. Mais des fois, une cassure, une séparation brutale, c'est pas bon. Moi, je préfère qu'un maire qui soit ancien accompagne la jeunesse. Il y avait peut-être des moyens de faire autrement avec les mêmes personnes, et peut-être, mais bon, je n'en sais pas. Vous craignez que ça laisse des traces dans certaines communes? J'ai l'impression qu'il y a des communes où il y a des fractures. Il y a des fractures fortes. Et une population divisée, c'est jamais bon que ce soit pour le perdant, que ce soit pour le gagnant. Avez-vous participé à des investitures, Jean-Marc Bocquet? J'ai pas voulu y aller. Pourquoi? Parce que l'investiture ou les campagnes? Pardon, investiture, pardon. J'ai écrit investiture. Je vous dis, avez-vous participé à des investitures? Pardon. Merci de m'avoir repris. Oui. Non, c'est-à-dire que je préférais travailler dans ma commune et puis laisser la population de chaque commune, je parle des investitures, là, des maires. Vous ne pas? Des maires, non, pas pour l'instant, puisque toutes les investitures ont lieu. On m'a invité pour aujourd'hui, Trois-Îlets, Saint-Pierre, donc je m'en excuse, je suis avec vous, monsieur Dizer. Oui, d'accord, mais comment on choisit à quelle investiture on va? C'est-à-dire qu'on cherche à représenter ou on y va, quoi. Vous ne répondez pas à ma question, Jean-Marc Bocquet. Comment on choisit ces investitures? Parce que vous savez très bien comment ça se passe. Il y a ceux qu'on remarque, mais on remarque aussi ceux qui ne sont pas là. Il y a ça, mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas là. En tout cas, les investitures se font généralement par affinité, c'est-à-dire par affinité. C'est quoi les affinités? Les affinités, c'est lié à la connaissance de l'autre. Peut-être vous avez des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont été dans des communautés. C'est pas des affinités politiques. Non. C'est pas des prévisions sur le futur. Non. Alors des ça, c'est de l'opportunisme. électoraux. Là, c'est de l'opportunisme. Je ne parle pas de ça. Des fois, vous entendez bien quelqu'un. Vous avez de bons rapports à cette personne, vous échangez sur des... Et c'est pour ça que je dis que le laboratoire est important. La communauté d'agglo, ça forge des liens, ça forge du respect, ça forge de la loyauté. Même si vous n'êtes pas du même bord, mais quand vous êtes assis avec quelqu'un, vous partagez des choses, c'est important pour nous d'être dans une dynamique, je dirais, de bienveillante. Et c'est important. Donc, quand vous avez des personnes avec qui vous discutez bien, qui échangez, vous avez une difficulté chez vous, à un moment donné, vous avez un petit carton, un appel. Donc, vous allez donner la préférence à cette personne avec qui vous avez le meilleur rapport. Pensez-vous que les maires devraient être automatiquement membres de l'Assemblée de Martinique, Jean-Marc Bocquet? Je vous dis ça parce que beaucoup de maires avec qui j'ai échangé regrettent la forme de l'élection au Conseil général, ils le disent clairement, où on pouvait être maire et conseiller général, c'est-à-dire qu'on continuait à peser sur sa commune, sur son canton. Je ne suis pas favorable, forcément. Je me dis que ceux qui doivent nous fédérer sur le projet. Je vous ai dit ça au départ. Moi, je pense que jusqu'au niveau de la CTM, les Martiniquais doivent être focalisés sur un projet de développement pour la Martinique et non pas sur des clivages politiques. Ça, je le répète, je vais le marteler. Par contre, si vous avez de bons relais, je pris l'exemple du transport. Voilà. Depuis 2 ans, je me bats pour le transport, de retourner en navette. On ne m'a pas entendu. Donc, à ce moment-là, vous dites, mais c'est parce qu'il y a une défaillance de communication et d'implication des maires que certains se disent, vaut mieux que je sois à la table des négociations ou à la table que je participe au pouvoir. Parce que des fois, celui qui est déjà le maire qui est présent à la CTM, il a plus de poids pour se faire entendre que celui qui n'est pas présent. Mais il faut qu'il y ait de bons relais politiques. Et c'est pour ça que je dis que c'est d'abord, avant tout, avant de siéger dans une instance, c'est avant tout le projet qui doit être fédérateur. Et puis avoir les bonnes personnes qui soient des relais, qui n'oublient pas qu'elles sont là pour être conseillers territoriales
et non pas maire de leur commune pour pouvoir avoir des avantages pour leur commune seulement. Et ça, il y a cette notion aussi de partage, d'équilibre entre les besoins de sa population, ce qu'on appelle l'intérêt général communal et l'intérêt territorial. La tribune du dimanche. J'aime, j'aime pas. Nous arrivons au terme de cette émission, monsieur Jean-Marc Boquet. Vous allez être soumis à votre j'aime, j'aime pas. Je rappelle la règle, c'est j'aime, je n'aime pas, sans commentaire, ni rien du tout. Pas de joker. Il n'y a pas de joker. Mon Dieu, alors c'est j'aime ou je n'aime pas. Okay. Non, mais ça passera bien, rassurez-vous. J'aime, je n'aime pas la plage de Vétiver. J'aime. Être appelé monsieur le maire. Je n'aime pas forcément. Les matchs de football à la télévision, j'aime ou j'aime pas? J'aime. Le lotissement La Caraïbe, j'aime ou j'aime pas? J'aime. Le miel. J'aime. Un retour des petits taxis collectifs dans le réseau de Martinique Transport. J'aime. L'indemnité de 2260,79 € brut par mois pour un maire d'une ville de la taille de Casse-Pilote. J'aime ou je n'aime pas? Je dirais j'aime parce que c'est nécessaire. Le réseau TikTok, j'aime ou je n'aime pas? Je n'aime pas ça. Une liaison maritime, vous avez déjà répondu. Casse-Pilote, Fort-de-France, Casse-Pilote. J'aime ou je n'aime pas? J'aime. Une vice-présidence à Cap-Nord. J'aime ou je n'aime pas, Jean-Marc Boquet? J'aime. Je ne suis pas hypocrite. Merci beaucoup Jean-Marc Boquet d'être venu dans cette émission La Tribune du Dimanche. Remerciements à Ludo, c'est lui qui était notre technicien du jour, ainsi qu'à Morane. C'est Coraline qui prend le relais. Merci Jean-Marc Boquet. Et puis poursuivez. J'allais vous donner justement la parole, allez-y, prenez-la. Je voulais remercier l'ensemble des auditrices et auditeurs de RCI. Et puis M. Dizer, je vous félicite. Et notamment les émissions que vous avez commencé à faire d'explication de la vie publique, comment ça fonctionne, le budget, et ça permettra aussi à la population d'être beaucoup plus éclairée. Et j'incite tout le monde à écouter votre émission dimanche. Merci d'en faire la pub. Rendez-vous demain à 7h30 dans Un Point à la Ligne et à 19h30 pour Lundi Politique avec Cédric Catan. Dimanche prochain, pas d'émission, fête de Pâques oblige. Merci à Myrta Paler qui revient faire un flash, c'est ça? Non, elle a fini, elle rentre à la maison. Bon appétit à toutes et à tous. Merci. Philippe Dizer sur RCI.